me suis amusé avec le mot féline. Je me suis dit, il faut que je trouve un mot qui plaise à la fois à mes amis du Lean Manufacturing et Lean Management et à mes amis de l'entreprise libérée. Je cherche à être bien tout le monde, comme ça me permet de se avec tout le monde et de boire des coups le soir. C'est parfait. Donc je me dis féline, féline. C'est un peu ça, ouais. Un des facteurs des entreprises résilientes, c'est quand même leur agilité. C'est-à-dire la façon dont elles ont de réagir très rapidement et de mettre en place tout de suite des solutions par rapport à ça. On l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on a fait des enquêtes. Les entreprises qui avaient toutes des fonctionnements très hiérarchiques, avec des patrons qui avaient l'habitude de commander et les gens qui exécutaient derrière, les gens qui exécutaient derrière pendant le Covid se sont barrés. Casse-toi, moi je suis chez moi, en télétravail ou payé, machin, et débrouille-toi dans l'entreprise. Toutes celles qui avaient, on a fait des enquêtes dans les entreprises ici à Aquitaine, services et production, et toutes celles qui avaient des organisations bienveillantes, d'autonomie, bienveillance et tout ça, les salariés se sont mobilisés pour trouver des solutions immédiates aux problèmes qu'ils avaient, y compris même pour certaines d'entre elles, des modifications profondes de modèle économique. Par exemple, quand on prend des restaurants, ce qu'on fait du click and collect, les restaurants qui ont fait ça, quand vous regardez les patrons des restaurants et les restaurants et les hommes qui étaient là, c'est des équipes soudées qui ont fait ça. Le reste, le chef d'entreprise tout seul ne l'a pas fait quand ses membres n'ont pas suivi. Chez I2S, on a commencé à modifier immédiatement certains modèles économiques. Par exemple, on n'avait plus accès au salon. Parce qu'il n'y a plus de salon. Faites comment? Donc on a acheté une station vidéo avec des films, des chaînes, des webinaires, des machines, etc. Et les commerciaux, ils ont dû modifier leur façon de vendre, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir un contact avec les clients. Donc tout ça, c'est très important de comprendre cette agilité qui permet à l'entreprise, en cas de crise, de rebondir rapidement. Et vous allez parler d'innovation prochainement. Je pense que la meilleure innovation que vous ayez à faire dans l'entreprise, c'est ça. C'est trouver l'organisation qui va bien en cas de crise. Qu'est-ce que vous allez faire demain pour ça? On discutait avec François tout à l'heure de ça. On se demande, on va peut-être pas travailler là-dessus, si entre résilience et innovation, il n'y a pas un lien nouveau à trouver là, qui permettrait justement de vous aider, à vous tous, à trouver des méthodologies, des principes, des particularités qui vous permettraient demain justement, non pas d'innover dans un produit, mais de rendre votre entreprise innovante, ce qui est très différent. Et vous verrez d'ailleurs au passage que la notion d'écosystème autour de votre entreprise est aussi très important. Je ne crois pas un instant, de tout ce que j'ai vu dans l'innovation depuis 40 ans, une entreprise peut innover toute seule. Je ne le crois absolument pas. Les entreprises qui innovent, quand vous regardez ce qu'elles font, elles ont tout autour d'elles des réseaux d'entreprises qui innovent avec elles. Ce soit les fournisseurs, les clients qui les aident, ce soit les chercheurs qui sont à côté, ce soit même les salariés qui ont des copains qui ceci, que ce soit les financiers avec qui sont en contact localement, que ce soit même leurs pairs dans d'autres États internationaux et qui discutent dans des communautés, qui font qu'à un moment donné, les idées germent, les modèles bougent, que l'expérience communique et se partage. Et je peux vous dire que je l'ai fait et ça marche. Ça marche vraiment. Et quand vous ne le faites pas, c'est beaucoup plus dur. Bon, je ne veux pas vous étaler toute la litanie de ce qu'il y a dans les entreprises féline, vous pourrez avoir ça, mais quelques points, par exemple, quand je dis tout compagnon a du talent et mérite d'être heureux. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire alors. Ça allie aussi à l'intelligence collective. Ça allie au fait que tout le monde est autour de la table. Et ça allie au fait que la personne qui va venir chez vous dans votre entreprise le matin, si elle n'a pas un sentiment à un moment donné d'accéder à un certain bonheur pour elle-même, pas pour l'entreprise, pour elle-même, ça ne marchera pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, la quête de bonheur pour les gens, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans la société, je vais avoir du plaisir ou un peu de joie? Cette espérance-là, elle est fondamentale. Vous n'allez pas rendre les gens heureux 24 heures sur 24. Vous n'allez pas les rendre joyeux 24 heures sur 24. Ça serait, comme dirait Sauville, c'est la félicité, d'accord? Vous n'allez pas satisfaire leurs besoins en permanence, 100% du cas. Ça serait de la satiété, c'est autre chose.
Là, je vous parle de votre raison d'être individuelle par rapport à la raison d'être de l'entreprise. Je suis moi-même salarié d'une entreprise, de quoi je vis, et François Pelleret vous parlerait beaucoup mieux que moi des relations intrinsèques et des relations extrinsèques. Par exemple, un salaire n'est pas un outil de valorisation pour le salarié. Ça, c'est autrefois, du temps des sociétés hiérarchisées, du temps de la récompense, la reconnaissance, le respect, l'accompagnement de l'individu dans son évolution personnelle, lui payer un coach, par exemple. Là, vous allez obtenir quelque chose de sa part, parce que quelque part, ce respect, cette reconnaissance, il va la développer et il va, quelque part, s'en nourrir pour justement accéder à ce rôle. On peut prendre autre chose, les squads, les guides et les tribus. Quand vous regardez Spotify, c'est ce qu'ils font. Les squads, c'est quoi? C'est des micro-équipes sur projet. Par exemple, quand j'ai lancé l'entreprise libérée chez 2S, on avait un gros problème. J'avais sur un des scanners, Copybook, qui est notre produit phare, à peu près 70% de notre livraison se fait avec ce produit-là. On était arrivé à 60 jours de délai de livraison, ce qui est pour un marché international un peu compliqué, surtout pour des scanners en fin d'année, des budgets de fin d'année qui passent commande au mois de novembre, livraison avant la fin du mois de décembre, on passe à le budget. Un taux de qualité, je n'ose même pas vous dire le chiffre parce que j'aurais honte ici. Non, parce que là, je suis kéké, je suis bon. Si je vous dis que je suis mauvais, ça va pas. Non, mais un taux de qualité vraiment mauvais. Et donc, on s'est réunis, on dit qu'est-ce qu'on fait? Et les mecs m'expliquent, ils me disent, ouais, tu comprends, Jean-Louis, le directeur commercial, il n'arrête pas de s'engueuler avec le directeur de production. Le premier dit que le directeur de production ne tient pas ses délais, et le second dit que comme il n'a pas de provisionnel, il ne peut pas tenir les délais de production à cause des flux du stock. Alors, il y avait les gourous de ZADI, de Adiena, pardon, dont le directeur, le directeur sont là, qui venait me voir et me dit il faut faire du lean manufacturing, il faut faire du lean manufacturing. Donc, je fais du lean manufacturing, etc. Et donc, on m'explique la valeur client, le machin, le truc, etc. Mais ça ne marchait pas, je sais pas. Et puis, un jour, il y en a 3 qui viennent me voir ensemble. Il y avait un secrétaire commercial, pas le directeur commercial, l'assistant commercial qui se prend les pliés au bout du fil quand ça va pas, et qui s'occupe des livraisons et des livraisons, mais oui, je vous dis, etc. Il y avait l'approvisionneur des composants, là, le sous-acheteur, je ne devrais pas dire ça, mais c'était un peu comme ça qu'il était, sous-acheteur, qui est devenu acheteur à la fin. Il est même devenu chargé des relations fournisseurs. Donc, qui lui n'arrivait pas à approvisionner suffisamment parce qu'évidemment il n'avait pas les provisions du premier, ça n'allait pas. Et puis il y avait le responsable de l'unité de fabrication qui. On dit oh, mais Jean-Louis, si tu veux, nous on prend en charge tous les 3. Mais je dis vos patrons, ils sont d'accord? Ben, on ne leur a pas demandé. Mais je dis faites-le. Et donc on a mis en place 2 squads, ce qu'on appelle des squads, 2 squads de 3 personnes. Alors au départ, le problème c'est qu'ils ont commencé par reproduire les comportements de leur chef, normal. Même si c'était d'accord qu'ils sont venus pour proposer le truc, au départ, dès qu'il y a eu des accros, le premier réflexe, je reproduis le comportement de mon chef. Donc je suis l'assistant commercial, la fabrication ne tient pas la qualité, donc j'appelle mon copain. Et donc vous voyez que vous êtes dans une logique là, dont on parlera souvent, qui est l'autonomie et la responsabilité. C'est-à-dire vous rendez à un moment donné une équipe, un squad autonome, dans ses décisions. Juste 2 mots sur l'autonomie. On a un grand débat. Est-ce qu'il s'agit d'autonomie individuelle ou est-ce qu'il s'agit d'autonomie collective, d'équipe? Pour ma part, l'autonomie individuelle, moi, je n'ai pas réussi à la mettre en place vraiment. L'autonomie d'équipe, oui. L'autonomie sur les squads, les équipes. Quand vous êtes chez DSS aujourd'hui, les équipes sont vraiment autonomes. Et quand vous regardez comment elles fonctionnent, elles décident entre elles ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Et elles s'organisent entre elles. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que cette autonomie par équipe, ils ont généré eux-mêmes leur propre logique d'autonomie individuelle à l'intérieur de l'équipe, qui n'est pas la même que l'autre équipe. Ce qui pose des problèmes par rapport aux valeurs, vous voyez, c'est très compliqué. Parce que lorsque vous avez des équipes qui commencent à développer leur propre système de valeurs les unes les autres, au bout d'un moment, quelles sont les valeurs communes qui se retrouvent au niveau de la société? Donc tout ce que je vous dis là, c'est du blabla, c'est du vécu, et je ne vous dis pas que c'est simple, et je n'ai pas de méthode à vous apprendre pour si peut-être vous faire accompagner. Il y a des consultants, il y a des coachs, etc. Oui, au passage, je n'ai pas fait ça tout seul. Parce que quand vous êtes face à un mur, vous vous rendez compte que le premier problème qu'il y a, c'est vous. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu.
quand vous vous rendez compte que le premier problème qu'il y a dans l'entreprise, c'est vous, donc prenez conscience de ça, comment vous faites? Et donc là, c'est très simple. C'est très simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un coach. J'avais une amie qui était accompagnatrice, facilitatrice, je pense, comme gourou, ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez. Féline, voilà, tigresse. Et donc, on avait un deal. D'abord, on s'est expliqué sur la stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de business? Je veux que tu comprennes bien ce que c'est que la stratégie de business. Parce que c'est pas toi qui vas la faire, coach. C'est pas ton job. Parce que méfiez-vous des gourous, parfois ils arrivent et c'est eux qui, au bout d'un moment, c'est eux qui dirigent l'entreprise. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'entreprise s'auto-génère elle-même, d'accord? Pas que le gourou remplace le chef de l'entreprise. Donc, première règle, c'est on partage la stratégie, on est bien d'accord avec ça. Pourquoi c'est important? Parce que la seconde règle à la vie, c'est tu vois qui tu veux dans l'entreprise et quand tu veux. Et je ne veux pas savoir ce qui se passe entre vous. Autrement dit, je ne veux pas savoir ce que les salariés te disent. Ça ne me regarde pas. Moi, patron, ça ne me regarde pas. Par contre, ce que je veux, c'est que tu m'identifies l'endroit où il peut y avoir des problèmes ou des crises potentielles et qu'on mette en œuvre avec les salariés de quoi anticiper ces problèmes-là. Je dis bien de quoi anticiper. C'est le grand débat que j'ai avec le lean management. Je ne sais pas, c'est un débat peut-être un peu philosophique, mais je peux l'admettre. Mais le lean management ne me parle sans arrêt que de problèmes. Je vois un problème, il faut le résoudre. Moi, je ne vois pas un problème. Je vois des bordels qui vont arriver demain. Je ne sais pas comment ça va se traduire chez moi. Je ne sais pas quel problème ça va générer chez moi encore. Je sais que ça va arriver. Je ne sais pas quoi exactement, etc. Et je préfère 100 fois me préparer aux trucs qui vont arriver, mais que j'ignore, qu'à des problèmes que je connais aujourd'hui, même s'il faut les résoudre. Je suis pas train de dire qu'il ne faut pas les résoudre. Mais il n'y a pas que ça. Et le lean management, de mon point de vue, ça, on ne va pas faire le débat du lean management aujourd'hui, mais ne parle que de ça, d'améliorer des choses qui ne marchent pas dans l'entreprise. Et moi, je préfère travailler à préparer des choses pour que ça marche mieux demain. C'est un peu différent. Voilà. Je vais passer sur ça. Les guildes, très intéressant les guildes. Les guildes Spotify a réuni par exemple les commerciaux entre eux, qui sont sur différents marchés ou différents secteurs. Et c'est leur métier. Et ils parlent de leur métier entre eux. Et donc ils s'améliorent. Et les tribus, alors là, c'est là où se fait le plaisir, les fêtes et tout ça. C'est des gens qui ont des affinités sur des sujets donnés. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la cuisine ou le yoga, mais ça peut être aussi le traitement d'image. Peu importe. C'est des gens qui se sentent bien ensemble au sein des sujets donnés. Par exemple, chez I2S, il y a une équipe qui s'intéresse au traitement d'image en général. Et il peut y avoir aussi bien un homme de fabrication ou une femme de fabrication, un homme ou une femme ingénieur du bureau d'études ou un homme ou une femme du commerce. Peu importe. Donc c'est logique de tribu, il faut les laisser vivre, quoi. Une tribu, c'est pas un danger, parce que la tribu, son gros problème pour vous, chef d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, elle revient avec des vraies questions sur l'avenir. Et Coco, qu'est-ce qu'on fait pour demain, là? T'as vu ce qui se passe, là, en traitement d'image? T'as vu, nous, on a identifié qu'il y a tel laboratoire de recherche qui est en train de nous sortir un truc qui peut menacer nos produits, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas encore fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on regarde, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas vous embêter avec tous ces mots-là. Juste un mot sur la bienveillance. Je vais vous dire, la bienveillance, on en avait beaucoup parlé, j'avais un peu de mal avec ça. Jusqu'au jour où, c'est en serrant la main avec mes compagnons le matin. Vous avez serré la main comment, vos compagnons le matin? Bonjour, 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 ça va? Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour. En fait, vous n'êtes pas bienveillant, vous faites un acte rituelique du patron qui se satisfait de serrer la main de ses salariés. Par contre, si vous parlez à votre salarié le matin, alors ton enfant, comment ça va? Ça s'est bien passé hier, j'ai pu comprendre qu'il avait la rougeur, etc. Et toi, comment tu vis? Ça s'est bien passé ce matin sur les boulevards, là, dans la voiture? Les gens vous déclenchent un tas de trucs derrière et vous commencez à rentrer dans une logique, vous êtes un bienveilleur. Un bienveilleur.
Je vais vous dire, celui qui m'a appris le plus la bienveillance, parce qu'il en parle beaucoup dans ses écrits, il en parle souvent, mais en fait, il incarne, il est là, il s'appelle François Pellerin. Jamais je n'ai rencontré un homme aussi bienveillant des autres que ça. Pourquoi? Parce que quand il voit quelqu'un, sa première idée, c'est de le valoriser. Et donc, pour le valoriser, il faut le connaître. Donc, il s'intéresse à lui. Faites ça aux salariés, je vous jure que ça marche.